À Kaktivik, le vent ne hurle pas. C'est là que tout le monde se trompe à propos des tempêtes arctiques. Lorsque la vitesse du vent atteint 80 miles à l'heure, il ne hurle pas. Il émet un sifflement aigu et perçant qui vous transperce le crâne comme un piolet. En ce moment même, derrière les fenêtres de ma station de surveillance, la vitesse atteint 95 miles et continue d'augmenter. Je m'appelle Daniel Akiak. Je suis à moitié Inupiat, même si cela ne se voit pas. Ma mère a quitté notre village quand j'avais 4 ans et m'a emmené à Anchorage, essayant de nous laver du nord. Cela ne nous a aidés ni elle ni moi. 26 ans plus tard, je suis de retour dans l'Arctique, regardant les indicateurs numériques clignoter de couleurs inquiétantes, tandis que la terre de mes ancêtres tente de me tuer. Cette station météorologique est située à 29 km au nord-est de Kaktovik, une petite ville d'à peine 250 habitants sur l'île de Barter, près de la côte de la mer de Beaufort. Le service météorologique américain a fondé cet avant-poste en 1983, puis l'a progressivement automatisé jusqu'à ce qu'une seule personne soit nécessaire pour les quarts de nuit. Cette personne, c'est moi. Je surveille les équipements destinés à prédire la fin du monde. C'est une exagération, mais pas tant que ça. Les climatologues affirment que l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que n'importe quel autre endroit de la planète. Mais ils ne mentionnent pas ce qui provoque ce réchauffement. Mon grand-père parlait des esprits emprisonnés dans le pergélisol. Le froid recèle beaucoup de choses, disait-il dans un inupiaq que je comprenais à peine. Certains ont intérêt à rester gelés. Enfant, je pensais que c'était juste une autre d'histoire effrayante. Devenu adulte, diplômé en météorologie et criblé de dettes étudiantes, je me suis lancé dans ce travail, considérant ces histoires comme de simples métaphores culturelles. Il y a 3 mois, j'ai compris à quel point je me trompais. Le chef de la station, Harold Pritchard, m'a remis une enveloppe scellée lors de mon premier jour. Les protocoles en cas d'urgence, m'a-t-il dit en évitant mon regard. N'ouvrez-le que si des événements étranges commencent à se produire. Le lendemain matin, il a été muté à Juneau. 2 semaines ont passé. Je transmettais les relevés, surveillais les systèmes et signalais les anomalies dans les gradients de température. Puis vint la nuit où les capteurs de température indiquaient simultanément moins 20 degrés Fahrenheit, tandis que les thermomètres, à mercure, indiquaient 67 degrés Fahrenheit. Les baromètres numériques s'étaient figés, tandis que les manomètres mécaniques tournaient à toute vitesse. Les équipements tombaient en panne selon des schémas qui n'avaient aucun sens mathématique. J'ai ouvert l'enveloppe de Harold. À l'intérieur se trouvait une liste manuscrite de 7 règles. Pas d'explication, pas de contexte, juste des instructions avec la mention « réservée au personnel de nuit » en haut. Suivez-les à la lettre si vous voulez vivre jusqu'au matin. Et en dessous, une note, ils sont plus anciens que le froid. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague, d'une sorte de bizutage étrange pour un nouveau venu, jusqu'à ce que j'enfreigne accidentellement la première règle. Cette nuit-là m'a montré pourquoi, dans cette station, nous ne surveillons pas seulement la météo. La tempête d'aujourd'hui n'est pas d'origine naturelle. Les images satellites montrent des formations nuageuses que les météorologues qualifieraient de mathématiquement improbables. La pression barométrique continue de chuter en dessous des limites pour lesquelles les instruments ont été calibrés. Et pire encore, j'ai commencé à voir, dans des conditions de visibilité nulles, des objets se déplacer qui ne sont pas détectés par les caméras infrarouges. Je note donc tout cela. La documentation semble désormais importante. Si la communication par satellite tient le coup, je continuerai à mettre à jour mes notes au cours de la nuit, car à Kaktivik, les vieilles histoires sont vraies, et je dois suivre les règles à la lettre pour survivre jusqu'à l'aube.
Les règles se trouvent à côté de mon équipement de surveillance, une photocopie de la note manuscrite de Harold sur le papier officiel du service météorologique. Une tentative pour leur donner un aspect légal, je suppose. Comme si la bureaucratie pouvait normaliser la folie. Règle numéro 1. Entre 23h et 5h du matin, ne répondre aux communications radio qu'après 3 tentatives de contact. Règle numéro 2. Si les indications de l'équipement oscillent au rythme de la trotteuse d'une horloge murale, analogique, éteignez les appareils concernés pendant exactement 7 minutes. Règle numéro 3. Si vous entendez frapper à une porte ou une fenêtre extérieure, vérifiez la source du bruit à l'aide des caméras de vidéosurveillance avant de vous approcher. Ne répondez jamais à voix haute. Règle numéro 4. Si la température extérieure augmente de plus de 30 degrés en moins d'1 heure pendant une nuit d'hiver, activez le générateur de secours, quel que soit l'état de l'alimentation principale. Règle numéro 5. Lorsque les aurores boréales apparaissent directement au-dessus de votre tête, passez à l'éclairage de secours rouge jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Règle numéro 6. Si vous voyez des habitants de Kaktovik s'approcher de la station après minuit, ne leur prêtez pas attention. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Règle numéro 7. Si vous entendez votre nom prononcé par une voix familière, récitez à haute voix les protocoles de mesure jusqu'à ce que la voix s'arrête. La radio grésilla. C'était mon premier message de la nuit. Je vérifiais l'heure. Il était 22h43. La règle numéro 1 n'était pas encore entrée en vigueur. Station Kaktovik, ici le centre de Fairbanks. Vous m'entendez? À vous. Je tendis la main vers le combiné, mais j'hésitais. Quelque chose n'allait pas dans cette transmission. La voix semblait métallique, plus comprimée que lors des distorsions radio habituelles. Station Kaktovik, répondez s'il vous plaît. Nous détectons des anomalies importantes dans votre secteur. À vous. Ma main resta suspendue au-dessus de la radio. Il n'était pas encore 23 heures, mais mon instinct me poussait à rester silencieux. À travers la fenêtre d'observation, je regardais la neige tourbillonner en motifs hypnotiques dans la lumière des projecteurs. La voix retentit à nouveau, teintée d'irritation. « Daniel Akiak, nous savons que vous êtes là. Décrochez ce fichu combiné. » Mon sang se glace. Protocole standard. Ne jamais utiliser de nom propre pendant les communications. Le centre de Fairbanks ne pouvait pas savoir qui était de service aujourd'hui sans vérifier le planning. L'horloge numérique murale indique exactement 23 heures et au même moment, la transmission s'interrompt dans un grincement sec. Le silence qui s'ensuit semble pesant, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la réalité. Je note dans le journal une transmission anormale à 22h43. Je n'ai pas reçu de réponse. Dehors, la tempête s'intensifie. Les indicateurs de vitesse du vent dépassent les 100 miles à l'heure. Cependant, à travers les fenêtres renforcées, je remarque que la neige tombe en formations étranges, presque géométriques, conservant brièvement leur forme avant de se dissoudre. Le thermomètre affiche moins 37 degrés Fahrenheit et la température continue de baisser. Mon téléphone vibre. C'est un message de ma mère, qui m'appelle d'Anchorage. « Tu es en sécurité? Les informations parlent d'une violente tempête. Appelle-moi. » Je réponds. « Tout va bien. C'est juste une journée de travail comme les autres. La connexion est mauvaise. On se parle demain. » Je ne lui dis pas que les images satellites montrent que nous sommes situés au centre même du système dépressionnaire, comme un œil composé d'une seule pupille, sans iris. Je ne mentionne pas que les systèmes dépressionnaires ne se comportent pas ainsi dans la nature, et je ne lui parle certainement pas des règles. À 11h17, les 6 écrans d'ordinateur clignotent simultanément. Lorsqu'ils se stabilisent, la même image apparaît sur chacun d'eux. Une carte thermique de la région, avec une signature thermique se déplaçant vers la station
à peu près à la vitesse d'un homme qui marche. Impossible. Dans une telle tempête, une personne mourrait de froid en quelques minutes. La signature disparaît, puis réapparaît, plus proche. Je vérifie les caméras extérieures. Rien, à part un brouillard blanc tourbillonnant. Les détecteurs de mouvement sont silencieux. La signature thermique disparaît à nouveau, réapparaissant à seulement 100 mètres du bâtiment. Je prends les jumelles de la station et scrute l'obscurité entre les faisceaux des projecteurs. Rien. Puis, un mouvement fugace, une silhouette sombre, vaguement humaine, mais imparfaite dans certains détails subtils que je ne parviens pas à définir. La radio grésille. « Daniel, laisse-moi entrer. Ma motoneige est en panne. » La voix appartient à Terry Nashoknik, pilote postal de Kaktivik et mon partenaire de poker. Terry, qui devrait être à Utqiagvik aujourd'hui pour l'anniversaire de sa fille. La silhouette s'approche, éclairée par les lumières extérieures de la station. Elle ressemble trait pour trait à Terry. Le même visage buriné, la même parka du versant nord qu'il porte depuis 10 ans. Mais dans ma tête résonne la règle numéro 6. Si vous voyez un habitant de Kaktivik s'approcher de la station après minuit, ne lui prêtez aucune attention. Il n'est pas ce qu'il semble être. Il n'est que 23h23. La règle ne s'applique pas encore, mais quelque chose au plus profond de moi, une sorte de mémoire cellulaire transmise à travers les générations de survivants de l'Arctique, me crie de la suivre quand même. La créature ressemblant à Terry s'approche de l'entrée principale et frappe à la porte blindée. La caméra de surveillance montre son visage collé à l'objectif, son souffle embuant la lentille. Mais le capteur de température indique toujours moins 37 degrés Fahrenheit, et le souffle humain ne devrait pas former de vapeur à cette température. « Daniel, s'il te plaît, je te vois à la fenêtre. Je suis en train de mourir de froid ici. » Mais les mains tremblent lorsque je désactive les hauts haut-parleurs externes. Je regarde l'expression du visage de Terry passer du désespoir à la rage, puis à quelque chose de complètement différent. Un vide désespéré dont aucun visage humain n'est capable. « D'accord, non Terry, » dit-il à la caméra, sans même prendre la peine de simuler une respiration pour embuer la vitre. « Nous en avons d'autres. » La silhouette se retourne et repart dans la tempête d'un pas mécanique et glissant, ne laissant presque aucune trace dans la neige. Elle s'arrête près de la clôture qui entoure le périmètre, se retourne et sourit. Un sourire trop large qui dévoile trop de gencives au-dessus des dents. Ma radio se réveille à nouveau. Station Kaktovik, ici, le centre de Fairbanks. 3e tentative de contact. Veuillez confirmer la réception de l'alerte météo pour votre région. À vous. L'horloge murale indique 23h59. Je compte jusqu'à 10 avant de répondre. Station Kaktovik répond au centre de Fairbanks. Nous avons bien reçu votre alerte météo. Nous observons actuellement des rafales de vent dépassant les 160 km/h avec une température de 37 degrés qui continue de baisser. Terminé. La réponse arrive presque immédiatement. Bien reçu, Kaktivik. Les données satellitaires indiquent que vous vous trouvez au centre d'un système dépressionnaire inhabituel. Les relevés barométriques sont préoccupants. Observez-vous des phénomènes anormaux? À vous. Je regarde la radio, pesant le pour et le contre. Le protocole standard recommande de ne mentionner que les données météorologiques, mais phénomènes anormaux n'est pas une terminologie standard. Précisez ce que vous entendez par anormaux. Fairbanks. À vous. Pause trop longue. Tout ce qui ne correspond pas aux conditions météorologiques attendues. Formation nuageuse étrange. Comportement des animaux sauvages. Dysfonctionnement des équipements. À vous. Mon regard se pose sur l'écran de vidéosurveillance éteint qui montre l'espace vide où se tenait Non-Terry il y a quelques minutes. Rien de significatif à signaler pour le moment.
Je vous tiendrai au courant si les conditions changent. À vous. Compris. Continuez à me tenir informé toutes les heures. Fairbanks. Fin de transmission. Je raccroche et expire lentement. L'horloge indique minuit 7. Je suis officiellement entré dans le quart de nuit, ce que mon grand-père appelait « taptwick », le moment où les barrières s'amenuisent. Une notification apparaît sur l'écran de pression atmosphérique. Je fronce les sourcils en regardant les chiffres. 882 millibars et en chute libre. À titre de comparaison, les ouragans de catégorie 5 atteignent leur niveau le plus bas à environ 920 millibars. Nous sommes en territoire inconnu. Le bruit du vent change de tonalité, passant d'un grondement à quelque chose qui ressemble à un chant lointain et dissonant. Je vérifie à nouveau les caméras extérieures. Toujours rien, sauf l'obscurité et la neige, bien qu'une des caméras continue de bugger, affichant pendant une fraction de seconde des images qui ressemblent à des visages collés à l'objectif. À minuit 23, les capteurs de température commencent à donner des lectures complètement contradictoires. Les thermomètres numériques indiquent moins 42 degrés Fahrenheit, tandis que les thermomètres à mercure analogiques montent jusqu'à 51 degrés Fahrenheit. Conformément à la règle numéro 2, je dois suivre l'aiguille des secondes de l'horloge murale. L'ancienne horloge analogique fait tic-tac régulièrement. Et, bien sûr, à chaque mouvement de l'aiguille des secondes, les relevés de température clignotent en parfaite synchronisation. Tic. Le thermomètre numérique affiche moins 42 degrés Fahrenheit. Tic. Maintenant, moins 27. Tic. Encore moins 42. Je désactive rapidement l'équipement concerné en comptant exactement 7 minutes sur ma montre, comme le prescrit la règle numéro 2. Pendant que j'attends, je vérifie les caméras dirigées vers le ciel pour observer les aurores boréales. La diffusion en direct ne montre aucune activité, mais les enregistrements d'archives datant d'à peine 20 minutes en disent autrement. Un tourbillon vert juste au-dessus de la station, que personne d'entre nous n'a remarqué en temps réel. Lorsque je reconnecte l'équipement exactement 7 minutes plus tard, toutes les mesures se stabilisent à moins 39 degrés Fahrenheit. Normal, si tant est que l'on puisse qualifier quoi que ce soit de normal cette nuit. La radio grésille à nouveau à minuit 41 minutes. Daniel? C'est une voix féminine, douce et familière, la voix de ma mère. Daniel, tu es là? Ma gorge se serre. La règle numéro 7 me revient à l'esprit. Si vous entendez votre nom prononcé par une voix familière, récitez à haute voix les protocoles de mesure, jusqu'à ce que la voix s'arrête. La pression barométrique s'est mesurée en hectopascal à l'aide d'un baromètre anéroïde, commençai-je machinalement. La vitesse du vent est mesurée en mètres par seconde à l'aide d'un anémomètre. La quantité de précipitation est mesurée en millimètres à l'aide d'un pluviomètre. « Daniel, s'il te plaît, » dit ma mère d'une voix tremblante. « J'ai peur. Il y a quelqu'un devant ma maison à Anchorage. Il te ressemble trait pour trait. » Ma récitation s'interrompt. La peur authentique dans sa voix semble si sincère. Mais je continue. La température est mesurée en degrés Celsius à l'aide d'un thermomètre. L'humidité est mesurée en pourcentage à l'aide d'un hygromètre. « Pourquoi tu ne m'aides pas ?» sanglote-t-elle. « Ils entrent déjà dans la maison. Ils... » Un cri soudain retentit, suivi d'un bruit statique. Mes deux mains tremblent fortement, tandis que je continue à réciter le protocole, haussant la voix pour couvrir les interférences qui ressemblent désormais à des sons humides et déchirants. Les formations nuageuses sont classées en 10 types principaux, selon leur hauteur et leur apparence. La radio se tait. Je m'affale dans mon fauteuil, tremblant. Mon téléphone repose sur la table, l'écran noir. Je pourrais l'appeler pour m'assurer qu'elle est en sécurité. Mais quelque chose me dit que toute communication extérieure serait dangereuse en ce moment.
À 1h15 du matin, la température extérieure augmente brusquement. L'affichage numérique passe de -39 degrés Fahrenheit à -20 en 10 minutes, puis continue d'augmenter. À 1h27, il atteint plus 2 degrés Fahrenheit, soit une augmentation de 41 degrés en moins d'une heure. Règle numéro 4. Si la température extérieure augmente de plus de 30 degrés en moins d'une heure pendant une nuit d'hiver, activez le générateur de secours, quel que soit l'état de l'alimentation principale. Je me précipite dans la buanderie et démarre le générateur de secours, qui s'anime dans un rugissement diesel. L'alimentation principale fonctionne toujours parfaitement, ce qui rend cette action inutile, mais je suis la règle à la lettre. 3 minutes après l'activation du générateur, l'alimentation principale se coupe complètement. Chaque ampoule, chaque ordinateur, chaque appareil s'éteint simultanément. Seules les lampes rouges de secours, connectées au générateur de secours, éclairent la station de leur lueur sanglante. Dans le silence qui s'est installé, sans le bourdonnement des ventilateurs et des équipements, je l'entends. Un grattement provenant de l'intérieur des murs. Des mouvements lents et réfléchis, suivant le périmètre du bâtiment, le long des câbles électriques. Le bruit fait le tour de la station, puis s'arrête juste au-dessus du plafond de la salle de surveillance. Je retiens mon souffle, les yeux rivés sur les panneaux du plafond. Une tache sombre s'étale sur l'un des panneaux. Ce n'est pas de l'eau, mais quelque chose de visqueux et de sombre qui coule sur le sol avec la consistance du sirop d'érable. Ça sent l'ozone et le cuivre. Le grattement reprend, mais cette fois, il se dirige vers la salle radio. Je le suis prudemment, en gardant mes distances. La porte de la salle radio est entr'ouverte, alors que je suis sûr de l'avoir fermée tout à l'heure. À l'intérieur, la radio à ondes courtes, notre système de communication de secours, s'allume toute seule. Le bouton de fréquence tourne sans intervention humaine. Elle s'arrête sur un canal avec un bruit blanc qui se transforme progressivement en quelque chose qui ressemble à des dizaines de voix chuchotant simultanément dans un mélange d'anglais et d'inupiaq. Je capte des bribes de phrases. Maintenant, ça dégèle rapidement. La fin après si longtemps. L'ancien se réveille. À 1h52 du matin, tout l'équipement se remet en marche. Simultanément, les ordinateurs redémarrent, affichant des lectures normales sur tous les capteurs. La température extérieure est revenue à -38 degrés Fahrenheit. La tache mystérieuse au plafond a disparu sans laisser de traces. Ma radio se réveille. Station Kaktovik. Ici, le centre de Fairbanks. Nous avons perdu votre signal pendant environ 30 minutes. Nous demandons un rapport sur l'état de la station. À vous. La voix semble normale, mais après tout ce que j'ai vécu, je compte lentement dans ma tête, attendant leur 3e tentative, comme l'exige la règle numéro 1. Station Kaktovik. Veuillez répondre. À vous. Je reste silencieux, les yeux rivés sur ma montre. L'aiguille des minutes semble avancer péniblement. Station Kaktovik, 3e tentative de contact. Veuillez confirmer, à vous. J'attends 10 secondes avant de répondre. Station Kaktovik au rapport. Il y a eu une brève coupure de courant. Les systèmes de secours ont fonctionné normalement. Tous les indicateurs sont normaux. À vous. Bien reçu. Les images satellites montrent une diminution de l'intensité de la tempête. Les conditions devraient donc s'améliorer dans les prochaines heures. Respectez les protocoles standards. Fairbanks, fin de transmission. Je sais qu'ils mentent. À travers la fenêtre d'observation, je vois la tempête faire rage avec une nouvelle vigueur, la neige volant horizontalement devant les projecteurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas le temps qui m'inquiète le plus. Sur l'un des écrans redémarrés, une fenêtre contenant un message qui n'était pas là auparavant est apparue. Le texte, écrit en lettres vertes simples sur fond noir, dit « Ils ne savent rien de nous, Daniel.
Ceux qui ont écrit les règles sont partis depuis longtemps. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Les règles ne pourront pas te sauver éternellement. Le curseur clignote, attendant ma réponse. Je regarde le message à l'écran. Le curseur clignote. Répondre semble dangereux, mais l'ignorer pourrait être pire. Aucune des règles ne concerne la communication directe via nos systèmes. Avant que je n'aie le temps de prendre une décision, un nouveau texte apparaît. Nous sentons ta peur, Daniel. Les anciens dans ton sang nous ont immédiatement reconnus. C'est pourquoi ton cœur bat si fort en ce moment. Tes ancêtres savaient donc qu'il fallait fuir. Mais ici, en haut, il n'y a nulle part où fuir, n'est-ce pas? Je devrais éteindre le système, mais le protocole interdit de mettre hors tension l'équipement principal de surveillance météorologique, sauf en cas d'urgence particulière. À la place, je réduis la fenêtre et vérifie les autres écrans. Ils affichent tous des données normales, comme si la tempête à l'extérieur n'était rien de plus qu'un phénomène arctique typique. À 2h17 du matin, la fenêtre de notification s'ouvre à nouveau. Elle affiche désormais le texte suivant. La prison de la Pergélisole se brise. Station climatique 341. Station climatique 227. Station climatique 103. Toutes sont déjà percées. Mais la station Kaktovik est particulière. Kaktovik garde les portes. Les noms cités sont ceux d'autres stations de surveillance éloignées, dispersées dans le nord de l'Alaska. J'ouvre la carte de notre réseau. Les trois stations apparaissent mais comme hors ligne. La connexion avec elles a été perdue au cours des 2 dernières semaines. Mais les doigts s'arrêtent au-dessus du clavier. Contre toute logique, je tape « Qui êtes-vous » La réponse apparaît lettre par lettre, comme si elle avait été mûrement réfléchie. Nous sommes les premiers-nés de cette terre. Nous étions ici avant que votre peuple ne traverse le pont de glace. Avant les Inupiats, avant les Tules, nous vivions dans l'obscurité et le froid. Ta grand-mère nous connaissait, Daniel Akiak. Un jour, elle nous a nourris. Un sacrifice près du lac gelé, en échange d'un passage sûr. Ton sang s'en souvient, même si ton esprit ne s'en souvient pas. Mon arrière-grand-mère est décédée quand j'avais 2 ans. Les histoires de familiales la décrivaient comme une guérisseuse traditionnelle qui avait refusé d'embrasser le christianisme lorsque les missionnaires étaient arrivés. J'ai une photo défraîchie de son visage, avec ses yeux sévères et omniscients. Ma mère ne parlait jamais volontiers d'elle. Qu'elle porte, tapais-je les mains tremblantes. Sous cette station se trouve le point le plus fin entre les mondes. Le gouvernement américain l'a construite ici intentionnellement, en suivant les instructions de ceux qui comprenaient ce qui sommeillait en dessous. Ces appareils ne surveillent pas seulement la météo, Daniel, ils surveillent le réveil. Le froid me transperce jusqu'aux os, malgré le chauffage dans le bâtiment. Je me souviens des étranges appareils au sous-sol. Des appareils, m'a-t-on dit, destinés à mesurer l'activité sismique et la stabilité du pergélisol. Des appareils dont on ne m'a jamais appris à m'occuper. Êtes-vous ce contre quoi les règles nous protègent? Les règles ne font que retarder les choses. Rien de plus. L'ancien chef de la station le savait. Il est parti quand les mesures ont montré que nous étions trop près de la rupture. Vous auriez dû faire de même. Une notification s'affiche sur le système de surveillance sismique. Activité détectée, magnitude 2,7, épicentre, juste sous la station. Le bâtiment tremble légèrement. Les appareils vacillent sur leur fixation. Nous nous échauffons, nous testons les limites, nous trouvons les points faibles. Une autre secousse, plus forte cette fois. Les dalles du plafond vibrent et de la poussière se dépose sur les écrans de surveillance. Je remarque du mouvement à l'extérieur. Des silhouettes sombres tournent autour de la clôture qui entoure le périmètre. Trop grandes pour être des loups, trop agiles pour être des ours. L'image de la caméra se déforme chaque fois qu'elle essaie de faire la mise au point sur elle. Ta grand-mère nous invitait dans ses rêves.
Peut-être feras-tu de même. La fenêtre avec le message se ferme d'elle-même. J'essaie de la rouvrir, mais le système n'affiche aucune trace de la session de communication. Rien dans les journaux, aucune trace dans la mémoire. Les équipements de surveillance sismique indiquent une activité croissante. Des dizaines de petites secousses émanent de la station. Je vérifie les caméras du niveau inférieur. Le sous-sol semble normal, à l'exception d'un coin où un givre en forme de motif fractal complexe s'est formé sur les murs et le sol. La radio grésille. Station Kaktovik. Ici, le centre de recherche de Barrow. Nous enregistrons une activité sismique inhabituelle dans votre région. Veuillez confirmer les relevés. À vous. Le centre de recherche. Barrow. Ils ne sont pas censés suivre nos données sismiques. Et Barrow a été rebaptisé Utqiagvik il y a de nombreuses années. La règle numéro 1 résonne dans ma tête. Je reste silencieux, vérifiant l'heure. Il est 2h43 du matin. Station Kaktovik. Veuillez répondre avec les relevés sismiques. Terminé. Je reste silencieux. Le troisième appel devrait retentir d'une minute à l'autre. Au lieu de cela, la radio émet un flash de bruit statique, puis se tait. Sur l'écran de surveillance, je vois l'une des silhouettes sombres, à l'extérieur, s'approcher de l'antenne de communication sur le toit. L'angle de la caméra ne permet pas de voir les détails, mais quelque chose dans ses mouvements fluides et articulés rappelle les tentacules d'une pieuvre rampant sur la glace. Une nouvelle secousse ébranle la station, suffisamment forte pour faire tomber les livres des étagères et briser ma tasse de café sur le sol. Les lampes au-dessus de ma tête clignotent, puis se stabilisent. À 3h03 du matin, une aurore boréale apparaît. Pas progressivement, comme d'habitude, mais d'un seul coup. Un rideau de feu vert se déploie juste au-dessus de la station. Une caméra spéciale, installée sur le toit, filme cette formation inhabituelle. Contrairement aux dots-rubans fluides des aurores habituelles, celle-ci s'enroule vers l'intérieur, créant quelque chose qui ressemble à un œil géant regardant depuis le ciel. Règle numéro 5. Lorsque les aurores boréales apparaissent juste au-dessus de votre tête, passez tout l'éclairage en mode rouge d'urgence jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Je me précipite vers le tableau de commande principal et bascule le système d'éclairage sur le circuit d'urgence rouge. La station est plongée dans des ombres pourpres qui s'épaississent jusqu'à devenir noires dans les coins. À travers la fenêtre d'observation, je vois la lumière de l'aurore boréale qui teinte le paysage enneigé de tons verts et violets malsains. Les silhouettes sombres qui se déplacent à l'extérieur deviennent plus actives, tournoyant de plus en plus vite, se dressant de temps en temps sur leurs pattes arrière pour s'immobiliser un instant, comme des humains, avant de se remettre à quatre pattes. La radio se remet à fonctionner, cette fois avec une voix que je reconnais instantanément. C'est la voix de mon père, décédé quand j'avais 14 ans. « Mon fils, je suis dehors, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. » Je m'immobilise, submergé par une vague d'émotions qui menace de prendre le pas sur ma logique. La règle numéro 7 me revient à l'esprit. La visibilité se mesure en déterminant le contraste des objets éloignés par rapport à l'arrière-plan, dis-je d'une voix tremblante. La hauteur des nuages se mesure à l'aide d'un nuagomètre utilisant la technologie LIDAR. « Daniel, s'il te plaît, » dit mon père d'une voix tremblante. « Je suis perdu depuis si longtemps. Je te vois à la fenêtre. Laisse-moi simplement entrer. » Les tendances de la pression atmosphérique indiquent le mouvement et l'intensité des systèmes météorologiques. Je continue plus fort en fermant les yeux. Une baisse de pression indique l'approche de systèmes de basse pression, souvent associés à des précipitations et à des conditions orageuses. La voix dans la radio se déforme, descendant de 2 octaves pour atteindre un ton inhumain. Tu sais, c'est elle qui nous a d'abord proposé ton père, ta grand-mère, quand il n'était encore qu'un garçon.
C'est pour ça qu'il s'est enfui d'ici, qu'il s'est saoulé à mort à Anchorage. Ma récitation s'interrompt. Ce détail, l'alcoolisme de mon père, son autodestruction après son départ du versant nord, semble trop vrai pour être ignoré. L'humidité relative est calculée en comparant la pression réelle de la vapeur d'eau à la pression de vapeur saturante à une température donnée. Me forçai-je à continuer, la voix brisée. Le point de rosée est la température à laquelle l'air doit se refroidir pour atteindre la saturation. Un sifflement strident s'échappe de la radio, si fort qu'il me fait siffler les oreilles. Puis, le silence. Je glisse le long du mur, épuisé, mais vigilant. Les aurores boréales continuent dans leur spirale surnaturelle au-dessus de ma tête, inondant tout de leur lumière surnaturelle, malgré l'éclairage rouge d'urgence à l'intérieur. À 3h27 du matin, la température chute à nouveau brutalement. L'indicateur numérique affiche moins 53 degrés Fahrenheit et continue de baisser rapidement. Même pour Kaktovik, en janvier, ces températures sont proches du record. La caméra de surveillance qui surveille l'entrée principale enregistre un mouvement sur le porche. Une silhouette s'y tient debout, une femme inupiate âgée, vêtue d'habits d'hiver traditionnels qui ne sont plus portés depuis des décennies. Son visage est marqué de rides profondes, ses yeux sont noirs et omniscients. Elle ressemble trait pour trait à ma grand-mère, arrière sur une photo défraîchie. Elle lève sa main noueuse et la presse contre le verre renforcé de la porte. De sa paume s'échappe du givre qui forme des motifs complexes, des symboles que je reconnais presque, semblables aux ornements traditionnels inupiats, mais plus anciens, plus primitifs. L'interphone près de la porte s'allume sans que j'y touche. « Laisse-moi entrer, arrière-petit-fils », dit sa voix cassée, parlant en inupiaq avec des intonations archaïques. J'ai beaucoup de choses à t'apprendre sur notre accord avec ceux d'en bas. La règle numéro 6 me revient à l'esprit. Si vous voyez des habitants de Kaktovik s'approcher de la station après minuit, ne leur prêtez pas attention. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Mais mon arrière-grand-mère n'était pas originaire de Kaktovik. Elle a vécu toute sa vie à Utqiagvik, à plus de 300 miles d'ici. Est-ce une faille dans les règles ou un piège? Elle reprend la parole, passant à l'anglais. Les règles ont été écrites par ceux qui ne comprennent pas. Ils ont peur de ce qui dort sous nos pieds. Mais notre peuple savait comment vivre à leur côté, comment les nourrir juste assez pour qu'ils soient satisfaits. Les scientifiques, ils s'inquiètent sans comprendre. Avec leur forage, leur réchauffement climatique, leurs questions. Ils ont réveillé ce qui ne devait se réveiller que brièvement. Ma formation me dicte de l'ignorer complètement. Mon instinct me crie qu'il y a danger, mais une partie de moi, celle qui a grandi loin de mon héritage, celle qui a soif de comprendre, veut en savoir plus. La vieille femme sourit, comme si elle sentait mon conflit intérieur. Les gens du gouvernement qui ont construit cet endroit ont appris l'existence des portes par nos anciens et ont promis de les protéger. Au lieu de cela, ils les étudient, les tapotent, enregistrent leurs murmures. Et voilà qu'elles s'ouvrent. Une autre secousse ébranle le bâtiment, plus forte que la précédente. Les voyants d'alerte clignotent à la station sismique. La température chute encore de 10 degrés. « Je peux te montrer comment les refermer, » dit-elle. Son souffle ne forme pas de vapeur dans le froid glacial, un détail qui finit par dissiper mes hésitations. Je lui tourne le dos et retourne à la station de surveillance, en évitant soigneusement tout geste qui pourrait être interprété comme une marque d'attention. Derrière moi, j'entends un bruit semblable à celui de la glace qui craque, suivi d'un rire étouffé et sans joie. « Le choix est fait », murmure-t-elle, maintenant à l'intérieur de la station, avec moi pour une raison que j'ignore. Mais n'oublie pas que le sang appelle le sang.
et qu'il se souvienne du goût du tien. Quand je me retourne, le moniteur de surveillance montre un Porsche vide, de la neige intacte et aucune trace menant ailleurs. Le système de surveillance sismique ne cesse de sonner l'alarme. Toutes les quelques 2 minutes, une nouvelle secousse retentit sous la station, chacune un peu plus forte que la précédente. À 3h52 du matin, je ne peux plus ignorer les avertissements concernant le sous-sol. Dans le sous-sol se trouve un équipement que je n'ai pas le droit de toucher. Des capteurs spécialisés, entretenus par une équipe distincte qui vient tous les trimestres. Techniquement, mon autorisation ne me permet pas d'y entrer, mais Harold a laissé une carte-clé avec une note. Au cas où. Au cas où quoi? Il n'a pas précisé. Je prends ma puissante lampe torche et ma carte-clé. L'escalier qui descend est en béton utilitaire, faiblement éclairé par de rares ampoules. À chaque marche, la température baisse sensiblement. À mi-chemin, ma respiration devient visible, malgré le système de chauffage du bâtiment. La porte du sous-sol nécessite à la fois une carte-clé et un code numérique. Harold l'a également laissé. 1983, l'année de fondation de la station. La lourde porte en acier s'ouvre dans un sifflement pneumatique. À l'intérieur, le sous-sol ne ressemble en rien à la station météorologique située à l'étage. Les murs sont en béton armé, recouverts d'une sorte de blindage en plomb. La pièce est remplie d'équipements spécialisés, de machines sans fonction météorologique apparente. Au lieu de capteurs météorologiques, je vois des appareils ressemblant à des géoradars, des magnétomètres et quelque chose qui ressemble à du matériel sismologique de pointe. Au centre de la pièce se trouve une boîte en verre contenant un échantillon de carottes de glace d'environ 2 mètres de haut et d'un demi-mètre de diamètre. Les capteurs indiquent qu'elle est en lit maintenue à une température de moins 80 degrés Fahrenheit, nettement plus froide que dans le reste du sous-sol. La carotte n'est pas de la glace pure. À l'intérieur, un matériau sombre est suspendu dans toute son épaisseur, dont une partie semble vaguement organique. Je m'approche prudemment. Autour du noyau de glace se trouvent nombre de petits écrans affichant des données que je ne comprends pas, des mesures de longueur d'onde, des relevés de rayonnement et quelque chose qui ressemble à une spectrographie audio. Une indication attire mon attention. État de confinement, perturbé à 79%. La température de la pièce chute brusquement. Ma lampe torche clignote, puis se stabilise. Le noyau de glace a changé. Là où il était intact il y a un instant, des fissures se propagent à présent, comme un éclair figé dans le temps. Sous mes yeux, une fissure s'allonge légèrement, accompagnée d'un bruit de verre brisé. Sur le bureau voisin se trouve un journal de bord. Je l'ouvre et passe en revue les entrées datant de plusieurs décennies. La plupart sont des mesures de routine, mais les entrées des derniers mois racontent une autre histoire. 17 septembre 2024. Pour la première fois depuis 1998, un mouvement est enregistré à l'intérieur de l'échantillon alpha. Des micro-fissures se forment à une vitesse croissante. Je recommande le protocole 17. 30 octobre 2024. La contention de l'échantillon alpha atteint un niveau critique. La demande de transfert a été rejetée par Washington. Nous mettons en place des mesures de refroidissement renforcées. Le 12 décembre 2024, il a été ordonné de réduire les effectifs malgré les problèmes de contention. Des protocoles de service de nuit ont été mis en place. Que Dieu aide ceux qui le laisseront ici. La dernière entrée, datée de 2 semaines auparavant, est écrite de la main de Harold, 14 janvier 2025. Maintenant, il parle. Pas seulement des modèles de données. De vrais mots qui passent par l'équipement de surveillance, toujours en inupiaq d'abord, puis en anglais. Il connaît nos noms. Demain, un technicien de remplacement arrive.
J'ai laissé les 2 règles. Elles ne suffiront pas, mais elles te nous feront gagner du temps. Pardonnez-moi. » Une nouvelle secousse ébranle la pièce, plus forte que toutes les précédentes. Les équipements vibrent sur les tables. Une fine fissure apparaît dans le sol en béton, partant de la base du carottage de glace jusqu'au mur extérieur. La fissure principale dans l'échantillon de carottage s'agrandit, atteignant presque le centre. Maintenant, quelque chose de sombre bouge à l'intérieur, se pressant contre la barrière qui s'effondre. La radio, attachée à ma ceinture, grésille. « Daniel, remonte immédiatement. » C'est la voix de Harold, tendue et pressante. Les protocoles de secours sont dans l'enveloppe rouge scellée. Exécute-les immédiatement. J'hésite. Il n'y avait pas d'enveloppe rouge scellée. Une ombre glisse sur le mur, sans être projetée par quoi que ce soit dans la pièce, mais rampant d'elle-même, comme une obscurité vivante. Elle s'étire vers moi, prenant une forme vaguement humanoïde avant de se dissiper. La radio parle à nouveau. « Daniel, cours !» Un bruit statique presque continu interrompt la transmission. Je me précipite vers la porte, sans quitter des yeux le noyau de glace. Les fissures ont cessé de s'étendre, mais un liquide sombre s'en écoule désormais, s'accumulant dans le réservoir de confinement en dessous. Il ne coule pas comme de l'eau, mais plutôt comme du mercure, en plus sombre, avec des reflets violets irisés qui captent la lumière. J'atteins la porte et passe ma carte clé. Rien ne se passe. La serrure électronique est rouge. J'essaie à nouveau, même résultat. Nous t'attendions. Sang du gardien. La voix ne résonne pas. Elle résonne directement dans mon esprit, apportant avec elle des flashs de sensations. Un froid brûlant, une faim ancestrale, une rancœur patiente. Ta grand-mère comprenait l'équilibre. Elle offrait la vie pour que d'autres puissent continuer à vivre. Mais les hommes de science ont rompu le pacte. Désormais, la faim ne peut plus être assouvie par de modestes offrandes. Le liquide sombre du noyau glacé commence à bouger de lui-même, s'écoulant vers le haut, contre la force de gravité, tendant ses tentacules vers moi. Là où il touche l'équipement métallique, la corrosion se propage instantanément. Je frappe à la porte, criant à l'aide, qui ne viendra pas. La serrure électronique s'illumine soudainement en vert et la porte s'ouvre sur le côté. Je ne pose pas de questions sur le timing. Je me précipite dehors et la referme derrière moi. De retour dans la cage d'escalier, je monte les marches 2 par 2. Je m'arrête devant la porte menant au niveau principal pour reprendre mon souffle. À travers la petite fenêtre, la salle de contrôle semble normale. Les écrans affichent des données. L'éclairage rouge d'urgence inonde tout d'une lumière cramoisie. Je pousse la porte et m'arrête net. Harold Pritchard est assis à mon bureau, examinant calmement les données. « Harold ?» Ma voix me semble faible, même à moi. Il se retourne, souriant calmement. « Daniel, je me demandais justement quand tu découvriras notre petit secret en bas. Tu es parti, tu as été muté à Juno. » Il hausse les épaules. Les plans changent quand les anciennes entités commencent à se réveiller. Que penses-tu de notre invité dans le sous-sol? Tous mes instincts me disent que ce n'est pas Harold. Ses mouvements sont trop fluides, son regard trop concentré, malgré la faible lumière rouge. Qu'est-ce que c'est? Je demande en restant à distance. Un fragment de quelque chose d'énorme, un éclaireur envoyé en avant. Le sourire du faux Harold s'élargit légèrement. Les peuples autochtones comprenaient, y compris vos ancêtres. Ils le maintenaient en hibernation à l'aide de petits sacrifices. La science moderne pensait que la technologie pourrait remplacer le rituel. L'horloge murale indique 4h17 du matin. Dehors, les aurores boréales ont intensifié leur motif en spirale, se contractant comme un œil qui se ferme. Les règles, dis-je, ce ne sont pas de simples superstitions. Bien sûr que non, ce sont des protocoles de confinement déguisés en folklore.
Plutôt intelligent, en fait, dit Non Harold en se levant, ses mouvements fluides, mais imperceptiblement incorrects. Mais finalement, insuffisants. Le dégel éternel, les vibrations causées par l'exploration pétrolière, les sondages constants effectués par des instruments scientifiques, tout cela a affaibli les barrières. Une autre secousse ébranle le bâtiment, suffisamment forte pour renverser l'équipement. Non Harold conserve un équilibre parfait malgré le mouvement violent. Que se passera-t-il quand il se brisera complètement ? Demandai-je, sachant déjà que je n'aimerais pas la réponse. La renaissance, répond-il simplement. Le retour à l'ancien ordre. Tes ancêtres comprenaient le sacrifice, Daniel. C'est dans ton sang. Il pointe du doigt la fenêtre. À l'extérieur, des dizaines de silhouettes sombres tournent désormais autour de la station, leurs mouvements synchronisés comme dans une danse rituelle. La tempête s'est à nouveau intensifiée. La neige tourbillonne en spirale d'une précision surnaturelle. Ils sont attirés par la porte et par toi, sang du dernier gardien. Non Harold s'approche. Ta grand-mère était notre dernière servante fidèle. Quand les scientifiques se sont arrivés, elle a essayé de respecter secrètement les anciennes coutumes. Ils ont découvert qu'elle faisait des offrandes et l'ont arrêtée. C'est là que les technologies de confinement sont devenues nécessaires. Je recule, cherchant désespérément dans la pièce quelque chose qui pourrait m'aider. Mon regard tombe sur la liste des règles. Elle se trouve toujours près de mon poste de travail. Soudain, je comprends. Les règles ne sont pas seulement des mesures de protection, elles sont aussi un message. Chacune d'entre elles fait allusion à différents aspects des capacités et des limites de l'essence. Non Harold semble lire dans mes pensées. Tu es intelligent, mais comprendre la cellule ne fermera pas la porte si elle est déjà ouverte. Il pointe du doigt le sous-sol. Et cette porte est grande ouverte en ce moment. La lumière clignote, puis s'éteint complètement, y compris l'éclairage de secours rouge. Pendant quelques secondes, les écrans des équipements et la lueur douloureuse des fenêtres restent la seule source de lumière. Lorsque les lumières de secours s'allument enfin, Non Harold a disparu. À sa place, une flaque du même liquide sombre et irisé que j'ai vu au sous-sol s'étale sur le sol. La radio grésille à nouveau. Daniel. Cette fois, c'est la voix de mon arrière-grand-mère. Sors dans la rue. Il est temps d'accomplir le devoir de notre famille. À l'extérieur, les silhouettes sombres continuent leur danse circulaire autour de la station, se déplaçant désormais plus rapidement, leur forme se redressant de temps en temps pour marcher sur deux jambes, avant de se remettre à quatre pattes. Dans la lueur, j'aperçois des membres trop nombreux, des coups allongés et des visages qui changent constamment, comme de la fumée. La porte du sous-sol derrière moi s'ouvre dans un grand fracas. Le bruit du liquide qui coule devient plus fort. Je me barricade dans la salle des communications en poussant une lourde table métallique contre la porte. Le liquide sombre provenant du sous-sol se répand dans toute la station, s'infiltrant sous les portes et à travers les conduits de ventilation. À travers le petit hublot de la porte, je le vois couler de manière ciblée sur le sol du couloir, vérifiant chaque entrée. La salle des communications abrite notre canal satellite et nos systèmes d'urgence. S'il existe un moyen d'appeler à l'aide, c'est ici. J'essaie d'abord le téléphone d'urgence filaire. Il ne fonctionne pas. La connexion satellite est active, mais affiche des messages d'erreur à chaque tentative de communication sortante. À 4h33 du matin, mon téléphone portable sonne. C'est impossible, compte tenu de notre emplacement isolé, sans réseau commercial. Le nom de ma mère s'affiche à l'écran. Je réponds prudemment, sans rien dire. Daniel, sa voix semble lointaine, comme sous l'eau. Je dois te parler de ton arrière-grand-mère. Tu n'es pas ma mère, dis-je fermement. Pause.
Non. Mais j'ai ses souvenirs. J'ai tous les souvenirs de ceux que j'ai touchés. Sa voix change. Elle devient plus âgée, avec un fort accent. Asiak Akiak, ta grand-mère, la dernière gardienne de la porte. Derrière la fenêtre, les aurores boréales pulsent au rythme de la voix au téléphone. « Que voulez-vous » demandai-je en observant le liquide sombre s'accumuler au bas de la porte, cherchant un point d'entrée. Terminer ce qui a commencé il y a des siècles. Vos ancêtres comprenaient la coexistence, de petits sacrifices pour la survie mutuelle. Les scientifiques ont rompu cet équilibre en construisant une station, en s'emparant de notre fragment, en l'étudiant, en le retenant, en le privant de nourriture. L'obscurité près de la porte ondule, sous l'effet de quelque chose qui ressemble à de la colère. Le noyau de glace en dessous était vivant, Daniel. Il fait partie d'un tout plus grand qui dort sous le pergélisol, ou qui dormait jusqu'à ce que le réchauffement commence. Je me souviens du système de confinement, des fissures qui se forment dans la glace ancienne. Êtes-vous une sorte d'esprit collectif? Votre langage limité ne dispose pas de mots pour décrire ce que nous sommes. Votre arrière-grand-mère nous appelait Itkilijuk, les anciens qui changent. Nous existions lorsque cette terre était tropicale. Lorsque la glace est arrivée, nous nous sommes endormis. Maintenant, la glace recule et nous nous réveillons. La lumière des écrans clignote à nouveau. Je vois des silhouettes sombres à l'extérieur se rapprocher du bâtiment, inspectant les fenêtres et les bouches d'aération. Leur forme semble désormais plus nette, rappelant vaguement des chiens de chasse, mais avec trop d'articulation. Leur peau scintille comme du pétrole sur l'eau. Les 7 règles, dis-je, leurs faiblesses, leurs limites. Un son semblable à un rire lointain retentit dans le téléphone. Les limites, les règles définissent notre accord avec votre espèce. Nous ne pouvons pas parler tant qu'on ne nous a pas interpellés. Nous ne pouvons pas entrer tant qu'on ne nous a pas invités. Nous ne pouvons pas toucher avant qu'il ne nous touche. Nous ne pouvons pas utiliser la force avant qu'il n'utilise la force. Une magie ancienne, des liens anciens traduits en protocoles scientifiques. Les pièces du puzzle s'assemblent dans ma tête. Les protocoles radio, les vérifications de l'équipement, les changements d'éclairage. Tout cela, ce sont des rituels, des moyens de maintenir les limites. Oui, et maintenant, à chaque secousse, ces frontières s'affaiblissent. Le sol tremble à nouveau, suffisamment fort pour me projeter contre le mur. L'équipement tombe bruyamment sur le sol. Lorsque les secousses cessent, une fissure s'est ouverte dans le béton et un liquide sombre s'en échappe. Que se passera-t-il si les frontières tombent complètement? Je demande, devinant déjà la réponse. Nous nous répandrons, nous transformerons, nous remodèlerons, à commencer par ce continent, puis plus loin. Et l'humanité? Certains deviendront des récipients, d'autres de la nourriture, d'autres encore, ceux qui ont du sang ancien, comme toi, deviendront les gardiens du nouveau, les portes. Un liquide sombre forme une flaque au centre de la pièce, ondulant à chaque secousse. De minuscules tentacules s'en échappent, s'étirant vers moi comme des doigts curieux. Les règles sont plus complexes que ce qu'Harold a écrit, n'est-ce pas? Demandai-je en m'éloignant de l'obscurité qui s'étend. Les règles écrites retardent, la règle non écrite décide. La voix a de nouveau changé. Elle ressemble maintenant à celle de Harold. Ta grand-mère le savait. C'est pourquoi elle faisait ses offrandes au bord du lac gelé. Le sang de son sang, donné volontairement. Je pense au lac gelé à 3 miles à l'est de la gare, un endroit que les habitants évitent, qui n'apparaît pas sur les cartes touristiques, malgré sa glace d'un bleu saisissant. Je suis passé devant en arrivant, et j'ai ressenti une aversion inexplicable. Vous voulez que j'offre du sang? Mon sang. Le sang de la lignée du gardien a un pouvoir. Il peut affaiblir la frontière pour un réveil complet
ou la renforcer pour une nouvelle génération de nœuds. Le choix appartient aux gardiens. Les secousses s'intensifient. La flaque sombre dans la pièce bouillonne à chaque tremblement. Sur les écrans, je vois des fissures se propager dans les fondations de la station. Les silhouettes à l'extérieur ont cessé leur mouvement circulaire et se tiennent désormais immobiles, toutes tournées vers le bâtiment. Comment puis-je savoir que vous dites la vérité, que le renforcement de la frontière est possible? Vous ne le savez pas, répond une voix moqueuse. Mais demandez-vous pourquoi les responsables de la station ont laissé ces règles en place. Pourquoi ne pas simplement avertir? Les monstres existent, fuyez. Chaque règle soutient une partie de la frontière, mais les frontières fonctionnent dans les deux sens, gardiens. Elles protègent votre espèce de nous et notre espèce de vous. Mon téléphone s'éteint soudainement. La batterie est complètement déchargée, alors qu'elle l'était pleine il y a quelques minutes. Le liquide sombre s'est répandu, recouvrant la moitié du sol. Je grimpe sur la table pour éviter tout contact. Un terminal informatique à proximité s'allume, affichant les images des caméras de surveillance de toute la station. La caméra du sous-sol montre le noyau de glace, désormais presque entièrement fracturé, d'où jaillit sous pression un liquide sombre. Dans la salle de contrôle, on peut voir l'équipement fondre comme s'il était exposé à un acide puissant. Les caméras extérieures montrent des aurores boréales juste au-dessus de nos têtes, tourbillonnant dans des configurations qui font mal à regarder. Une silhouette familière apparaît dans l'image de la caméra extérieure. C'est encore ma grand-mère. Arrivée à l'entrée principale, elle s'arrête, regarde directement la caméra et parle en inupiaq. Des sous-titres apparaissent à l'écran, traduisant « L'armoire rouge dans le débarras. Le dernier protocole. Dépêche-toi. » Je ne suis jamais allé dans le débarras. Il est toujours fermé à clé, accessible uniquement au personnel de service. Mais je me souviens avoir vu Harold utiliser sa carte-clé là-bas une fois. Ma décision prise, je m'empare de la carte-clé principale de Harold et d'un extincteur. Je pulvérise de la mousse sur le liquide sombre, créant un passage temporaire à travers la pièce. Elle recule brièvement devant le spray chimique, me laissant quelques secondes pour franchir la porte. Dans le couloir, c'est encore pire. Le liquide sombre recouvre désormais les murs, pulsant comme un système cardiovasculaire. Il s'étire vers moi lorsque je passe devant, mais ne me poursuit pas. Au lieu de cela, elle semble se concentrer sur les structures porteuses du bâtiment, les affaiblissant méthodiquement. Je trouve la porte du débarras et passe ma carte-clé. À l'intérieur, l'équipement standard d'entretien remplit la plupart des étagères. Outils, pièces de rechange, produits de nettoyage. Dans le coin, le plus éloigné se trouve une armoire rouge avec une serrure biométrique. Comment ouvrir cette armoire protégée par une empreinte digitale? Comme pour répondre à ma question tacite, la serrure cliquette et s'allume en vert sans que je la touche. Les portes de l'armoire s'ouvrent, révélant un seul et unique objet. Un couteau en os d'apparence ancienne, avec une sculpture Inupia sur le manche, enveloppé dans un tissu huilé qui semble avoir plusieurs décennies. Sous celui-ci se trouve une enveloppe jaunie, adressée d'une écriture décolorée à « Mon descendant qui garde la frontière ». Je l'ouvre avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouve une lettre écrite d'une écriture soignée et réfléchie. Mon sang qui lit ceci. Si tu as trouvé ce couteau, cela signifie que les anciens se réveillent à nouveau. La station construite pour les contenir est en train d'échouer, comme je l'avais prévenu aux scientifiques. Les mécanismes ne peuvent remplacer le rituel. Les frontières ont besoin de sang pour tenir. Ce couteau a 6 générations. Il est sculpté dans la défense d'un narval, échoué sur nos côtes. Il a goûté le sang de tous les gardiens avant toi. Maintenant, il doit goûter le tien, près du lac gelé, où la glace ne fond jamais complètement.
Tu dois faire ton choix. Ton sang peut renforcer leur prison ou la détruire complètement. Le choix appartient uniquement aux gardiens. Les règles que tu as suivies ne sont pas seulement une protection, c'est une carte. Chaque règle enfreinte révèle une partie de leur nature, de leur fin, de leurs intentions. À ce moment-là, tu comprends ce qui s'éveille. Choisis judicieusement, descendant. Je ne peux pas te dire quelle voie emprunter. Le poids de 2 mondes repose sur ta décision. Asiak Akiak, gardienne de la frontière. Une autre forte secousse ébranle le bâtiment, plus longue que toutes les précédentes. Les panneaux du plafond tombent dans un grand fracas, manquant de peu de m'atteindre. L'intégrité structurelle de la station est rapidement compromise. Je glisse le couteau et la lettre dans ma veste et me dirige vers le garage. Si je veux atteindre le lac gelé, j'aurai besoin de la motoneige de la station. La porte du garage est partiellement bloquée par des débris. Je me faufile à l'intérieur et découvre que l'espace a été transformé. Un liquide sombre recouvre la plupart des surfaces, mais il forme des motifs spiralés complexes qui pulsent d'une faible lumière bioluminescente. Les motifs me rappellent les ornements traditionnels, Inupiat, mais déformés, pervertis. La motoneige est intacte au centre de la pièce. Lorsque je m'approche, les motifs sur le sol s'écartent, créant un chemin dégagé. Ils me conduisent vers l'extérieur, ou me poussent vers quelque chose. Je vérifie les clés de la motoneige dans le contact. Le réservoir est plein. Trop pratique. Mais ai-je le choix? Le mécanisme d'ouverture de la porte du garage fonctionne toujours, soulevant la lourde barrière et dévoilant la tempête à l'extérieur. La neige a complètement cessé de tomber, laissant derrière elle un silence inhabituel. Les aurores boréales dominent désormais le ciel, formant une spirale parfaite juste au-dessus de la station. Le thermomètre indique moins 67 degrés Fahrenheit. Il fait suffisamment froid pour geler la peau exposée en quelques minutes. Les silhouettes sombres que j'avais aperçues plus tôt sont maintenant alignées le long du chemin qui mène du garage à la clôture périphérique. Elles sont des dizaines, immobiles et anormalement figées dans la lumière de l'aurore. Je les vois plus clairement maintenant. Dans leur forme de base, elles ressemblent à des loups, mais leurs membres sont pliés à des angles impossibles. Leur peau ondule constamment, et leurs visages, ou ce qui devrait être leur visage, sont des espaces lisses et sans traits, qui prennent parfois la forme de traits humains avant de se dissoudre à nouveau. Lorsque je démarre le moteur de la motoneige, chaque silhouette tourne son non-visage vers moi dans un unisson parfait. Le couteau en os pèse lourdement dans ma poche. Sa présence est indéniable. Selon la lettre de mon arrière-grand-mère, je dois faire un choix, renforcer la frontière ou la détruire complètement. Mais je dois d'abord atteindre le lac gelé vivant. J'appuie sur l'accélérateur et traverse les rangées de silhouettes en attente, tandis que la station derrière moi s'effondre et que les secousses atteignent leur paroxysme. La motoneige file sur la neige fraîche, son moteur vrombissant dans un silence surnaturel. Les créatures ne tentent ni pas de m'arrêter. Au lieu de cela, elles se tournent à l'unisson pour suivre mon mouvement, leur visage sans expression me traquant comme les aiguilles d'une boussole suivant le nord magnétique. Je suis les coordonnées GPS jusqu'au lac gelé, poussant la machine à fond. Derrière moi, l'intégrité structurelle de la station météorologique est complètement compromise. Dans le rétroviseur, j'aperçois la tour centrale s'effondrer, les antennes et les paraboles satellites tomber, tandis qu'un liquide sombre envahit les fondations du bâtiment. Les aurores boréales, au-dessus de ma tête, me suivent, leurs motifs en spirale restant exactement au-dessus de moi. Quelle que soit la direction dans laquelle je tourne, leur lumière teinte tout de couleurs vert et violet douloureuses, transformant le paysage arctique familier en un paysage extraterrestre. À 4h49 du matin,
Le signal GPS disparaît. L'écran électronique grésille, puis s'éteint. Je suis obligé de m'orienter à l'aide de ma mémoire et de la silhouette lointaine du mont Chamberlain qui se dresse à l'horizon. La température continue de baisser. Le thermomètre analogique du tableau de bord de la motoneige affiche moins 70 degrés Fahrenheit, son aiguille tendue à la limite inférieure. Ma combinaison chauffante me protège à peine des engelures. 5 minutes plus tard, le moteur de la motoneige commence à tout sauter, puis cale. Je m'arrête par inertie dans une vallée peu profonde, entre les crêtes enneigées, toujours à au moins 1 kilomètre du lac gelé. Aucune manœuvre de la clé, ni aucune tentative de démarrage ne parviennent à faire redémarrer le moteur. Lorsque j'ouvre le tuyau d'alimentation en carburant pour vérifier si l'édole est bouchée, je découvre qu'il est rempli du même liquide sombre et irisé qui s'est infiltré dans la station. Il se trouve désormais dans le moteur, détruisant la machine de l'intérieur. Je n'ai d'autre choix que de continuer à pied. Le froid intense rend chaque inspiration douloureuse. Des cristaux de glace se forment dans mes narines et sur mes cils. Je range soigneusement mon couteau en os dans ma poche intérieure et commence à marcher dans la neige qui m'arrive aux genoux. Au bout de 10 minutes de marche, je remarque que je ne suis pas seul. Des silhouettes sombres marchent à mes côtés, de part et d'autre, en gardant une distance précise, sans s'approcher ni s'éloigner, simplement en m'accompagnant. Leurs mouvements sont silencieux, malgré la neige craquante qui crisse bruyamment sous mes propres bottes. « Qu'attendez-vous » je crie, la voix étouffée par ma cagoule. En réponse, une créature se détache du groupe, s'approche à une distance de 6 mètres et s'arrête dans la lumière du clair de lune. Je la vois maintenant plus clairement. Son corps ressemble à celui d'un chien, mais avec des proportions subtilement incorrectes. Ses pattes sont trop longues, sa colonne vertébrale trop souple, sa peau ondule sans cesse, comme de l'eau sombre, formant parfois des protubérances semblables à des membres supplémentaires, avant de se rétracter à nouveau. Son visage change constamment, ses traits coulent comme du liquide, parfois proches de ceux d'un loup, parfois de ceux d'un humain, parfois d'un mélange des deux. Pendant un bref instant, il se fige dans une configuration reconnaissable, le visage de mon père, exactement tel que je me souviens de lui depuis mon enfance. « Nous te guidons vers ton choix », dit-il avec la voix de mon père, les mouvements de sa bouche n'étant pas tout à fait synchronisés avec les mots. La frontière s'amenuise à chaque minute. Bientôt, le choix n'aura plus d'importance. « Pourquoi me montrez-vous le visage de mon père ?» demandai-je, luttant contre la réaction émotionnelle que cela provoque. « Nous portons ce qui a de l'importance, ce qui a du pouvoir. » Le visage change à nouveau, devenant celui de ma mère, puis celui de Harold, puis celui de mon arrière-grand-mère, avant de se dissoudre à nouveau dans une obscurité sans visage. « Ta famille l'a toujours été importante pour nous. Ton sang appelle les portes. Pourquoi moi? Pourquoi pas Harold ou quelqu'un d'autre à la station? Le choix doit être fait par le sang du gardien. Les responsables de la station le savaient, c'est pourquoi ils ont recherché ta famille, c'est pourquoi ils t'ont embauché, même s'il y avait d'autres personnes plus qualifiées. Cette révélation me frappe de plein fouet. Mon emploi n'était ni un coup de chance, ni un mérite. J'ai été placé ici, délibérément positionné comme un pion d'échec, par des gens qui savaient ce qui se trouvait en dessous. La créature marche à mes côtés, tandis que je continue à avancer vers le lac. Le réchauffement s'intensifie de jour en jour, poursuit-il d'un ton conversationnel. Dans quelques années, nous nous réveillerons, quelles que soient les frontières. Ton choix ne détermine que le moment, pas le fait. Vous voulez dire que le réchauffement climatique vous libérera de toute façon? Exactement. Les humains détruisent dans leur monde, détruisent notre prison. Ironique, n'est-ce pas?
La forme de la créature ondule sous l'effet de quelque chose qui ressemble à de la joie. Nous avons attendu des éons, quelques années de plus n'ont pas grande importance, mais pour votre espèce. Elle fait un geste qui suggère en quelque sorte des conséquences catastrophiques. Je grimpe sur une petite crête et aperçois pour la première fois le lac gelé, illuminé par une lueur. Contrairement aux plans d'eau gelés habituels, qui semblent matate blanc ou bleu pâle, ce lac brille d'une couleur cobalt profonde, une lumière intérieure qui semble pulser sous sa surface gelée. Des fissures le traversent, dont les motifs sont trop ordonnés pour être naturels. Des symboles anciens, semblables à ceux gravés sur un couteau en os. Au centre du lac, un cercle parfait d'eau libre défie les températures extrêmes, un liquide qui aurait dû geler dans ces conditions. Les créatures qui m'accompagnent s'arrêtent au bord du lac, formant un périmètre autour de lui. Aucune d'entre elles ne pose le pied sur la glace. Nous ne pouvons pas traverser, explique le visage de mon père. La frontière ici est la plus ancienne, mais toi, tu peux, tu dois le faire. Le couteau en os dans ma poche se réchauffe malgré le froid glacial. Je le touche à travers ma veste, sentant ses contours changer imperceptiblement sous mes doigts. Je pose le pied sur la glace. Elle craque, mais supporte mon poids. À chaque pas vers le centre, les aurores boréales, au-dessus de ma tête, s'intensifient, leur spirale se resserrant de plus en plus. La glace sous mes pieds devient de plus en plus transparente, révélant ce qui se trouve en dessous. Des corps, des dizaines d'entre eux, parfaitement conservés dans la glace ancienne. Certains sont vêtus de vêtements inupiaq historiques des siècles passés, d'autres de vêtements plus modernes. Tous ont mes les traits distinctifs de la famille Akiak, transmis de génération en génération. Mes ancêtres, les gardiens précédents. Au centre du lac, je m'arrête au bord de l'eau libre. Le cercle mesure exactement 7 pieds de diamètre. Le liquide à l'intérieur est noir comme de la résine, malgré la lumière vive dont les reflets devraient en être visibles. De sa surface s'élève une vapeur qui dégage une odeur métallique âcre. De ma poche, je sors un couteau en os, désormais assez chaud pour brûler même à travers mon gant. Les gravures sur son manche brillent de la même lumière bleue que la glace, pulsant au rythme de la lueur au-dessus de ma tête. Ta grand-mère était la dernière à se tenir là où tu te tiens maintenant, dit une voix derrière moi. Je me retourne et vois une copie parfaite de moi-même debout sur la glace. Elle a exactement ma taille, ma carrure et mes traits, mais ses yeux ont la même irisation que le liquide sombre. Elle a choisi de maintenir la frontière, poursuit mon double, de nous retenir encore une génération, un report inutile. Et si je fais le même choix, demandai-je en serrant plus fort mon couteau, la frontière se renforcera. Nous battrons en retraite pour un temps. Mon double sourit en montrant trop de dents. Mais le réchauffement se poursuit, le pergélisol fond. Au final, aucune quantité de sang rituel ne pourra retenir ce que le réchauffement climatique dissout. Et si je détruis complètement la frontière, nous sortirons en force. Le changement se propagera à l'extérieur. À partir de là, ceux qui ont une physiologie compatible, comme toi, avec du sang ancien, deviendront des réceptacles pour notre conscience. Les autres deviendront de la nourriture ou cesseront tout simplement de fonctionner. Le monde redeviendra ce qu'il était avant l'arrivée de la glace. Des milliards de personnes mourront, dis-je, le poids du choix devenant insupportablement clair. Les changements exigent toujours des sacrifices, répond mon double en haussant les épaules. Votre espèce sacrifie quotidiennement l'avenir au profit d'un confort immédiat. Au moins, notre changement a un but. Je regarde les aurores boréales qui forment désormais une spirale parfaite juste au-dessus de ma tête, son centre coïncidant exactement avec le tourbillon sombre à mes pieds.
Le couteau en os vibre chaudement dans ma main, ses gravures coïncidant avec les motifs visibles à la fois dans la glace et dans le ciel. « Comment dois-je décider ?» demandai-je, la question s'adressant davantage à moi-même qu'à l'entité. Mon double désigne les corps gelés sous nos pieds. Chaque gardien a fait son choix en fonction de la compréhension de son époque. Certains cherchaient à protéger l'humanité. D'autres reconnaissaient notre droit d'exister. Tous comprenaient dans le poids de leurs décisions. Le vent se lève, portant des murmures dans des dizaines de langues. Les voix des gardiens précédents, des conseils et des avertissements dans des langues que je ne comprends pas. Parmi eux, une voix s'exprime clairement en anglais, la voix de mon père. « J'ai fui ce choix », dit sa voix, pleine de regrets. « Au lieu de cela, il t'a trouvé. Pardonne-moi, mon fils. La compréhension m'envahit. L'alcoolisme de mon père, son autodestruction, n'était en pas une tragédie fortuite, mais le fardeau d'une connaissance qu'il ne pouvait supporter. Il connaissait la frontière, la responsabilité de notre race. Peut-être pensait-il qu'en quittant l'Alaska, en rompant le lien familial avec cet endroit, il pourrait me libérer de ce destin. Mon double m'observe avec une impatience inquiète. L'aube approche, gardien. Avec les premières lueurs du jour, le choix deviendra impossible. La frontière sera détruite de toute façon. Je regarde ma montre. Il est 5h37 du matin. En janvier, si loin au nord, le lever du soleil est tardif, mais le crépuscule civil va bientôt commencer. Le couteau dans ma main devient brûlant. Il est douloureux à tenir même à travers mes gants chauds. La gravure pulse plus intensément, semblant murmurer directement dans mon esprit en ancien Inupiaq. Instruction, possibilité, conséquence. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a jamais eu de 8e règle. Le dernier protocole ne concerne pas le report ou la protection. Il concerne la décision. Le sang du gardien, donné volontairement avec l'intention qui sous-tend l'offrande. Je retrousse ma manche, exposant ma peau au froid glacial. Ma chair rougit instantanément. La température extrême rend cette simple action dangereuse. Le couteau plane au-dessus de mon avant-bras, sa lame brillant à la lumière du rayonnement. « Que choisiras-tu, Daniel Akiak ?» demande mon double, sa voix se mêlant désormais à celle des autres. Mon père, mon arrière-grand-mère, Harold, tous parlent à l'unisson. Soutenir une frontière qui s'effondre contre l'inévitable ou accepter la transformation et survivre. Derrière cette décision se cache quelque chose de plus profond. La prise de conscience que le monde est déjà en train de changer de manière irréversible. Les modèles climatiques sont perturbés. Le pergélisol fond, des microbes et des virus anciens se réveillent après un sommeil millénaire. Ces entités sont-elles vraiment différentes des autres forces que nous avons libérées? Les créatures qui observent depuis le rivage restent parfaitement immobiles, leur visage sans expression, reflétant la lumière du soleil. Elsac ne tentait pas de m'influencer. Le choix doit être uniquement le mien. Je presse la lame du couteau contre ma peau. Le sang apparaît sur mon avant-bras, d'un rouge saisissant sur le fond bleu de la glace. La coupure est superficielle, juste assez pour accomplir le rituel. Le couteau en os vibre dans ma main, ses incisions absorbent les gouttes cramoisies, brillant davantage à chaque fois. « Alors, qu'est-ce que ce sera, Daniel ?» demande mon double, dont les traits changent imperceptiblement à chaque mot. La préservation ou la transformation. Je pense à tout ce que j'ai vu cette nuit-là, aux règles qui maintenaient là la frontière temporelle, à la station destinée à observer l'inévitable réveil, au corps de mes ancêtres, gelés sous mes pieds. Chaque gardien précédent a gagné du temps pour l'humanité en transmettant le fardeau à la génération suivante. « Vous ne me dites pas tout ?» dis-je en regardant mon sang dessiner des motifs à la surface du couteau. « Une troisième option ?» L'expression de mon double,
laisse entrevoir quelque chose qui pourrait être de la surprise. Le choix du gardien est binaire, renforcer ou libérer. Il n'y a pas de juste milieu. Mais des souvenirs ancestraux se réveillent en moi, un héritage génétique que je n'avais jamais vraiment accepté jusqu'à présent. La voix de mon arrière-grand-mère semble murmurer à travers les décennies. Les frontières ne font pas que retenir, elles définissent, elles relient. Les 7 règles prennent soudain un nouveau sens. Elles ne sont pas seulement une protection, mais aussi une base pour la communication, pour la négociation. Les règles définissent les points de contact entre les mondes. Vous avez besoin d'un gardien, dis-je lentement, et la compréhension s'épanouit. Pas seulement comme celui qui fera ce choix, mais comme un médiateur permanent. C'est pourquoi vous ne m'avez pas tué. Vous auriez pu le faire des dizaines de fois cette nuit. Mais vous avez besoin de moi, conscient et volontaire. Les aurores boréales pulsent plus fort. Leur motif en spirale se resserre encore plus, comme pour répondre à mon illumination. Intelligent, reconnaît mon double, sa forme légèrement vacillante. Chaque gardien sert de pont entre les mondes, même en choisissant la retenue. Ils deviennent les vecteurs d'un échange nécessaire. De petits sacrifices permettent de maintenir un équilibre essentiel. Un échange de quoi? D'énergie, d'information, d'essence. Ses yeux brillent en mode d'une lumière intérieure. Votre espèce façonne son monde, sans comprendre les schémas plus profonds qui le sous-tendent. Nous corrigeons cela. Nous équilibrons. Nous préservons les cycles véritables, plus vastes que la brève existence de votre civilisation. Je regarde le gouffre sombre à mes pieds. Sous sa surface, des silhouettes se déplacent avec détermination. D'énormes formes, visibles seulement par fragments, comme les ombres des baleines sous la glace arctique. Nous étions là avant que votre espèce n'évolue, poursuit mon double. Nous resterons ici longtemps après que votre civilisation éphémère se sera consumée. La seule question est de savoir si la transition se fera de manière violente maintenant ou progressivement au fil des générations. Le couteau dans ma main devient brûlant, presque insupportable. Mon sang l'a entièrement recouvert, ne s'imprégnant plus, mais flottant à sa surface en motifs complexes qui correspondent aux fissures dans la glace, les spirales de l'aurore boréale, et, comme je le remarque maintenant, les lignes de mes empreintes digitales. Une coïncidence parfaite. Je pense aux règles de Harold, destinées à gagner du temps. Je pense à la lettre de mon arrière-grand-mère, reconnaissant le choix du gardien. Je pense à mon père, qui a fui cette responsabilité et s'est détruit dans le processus. L'horizon oriental montre les premiers signes de la lueur de l'aube. Mon temps est écoulé. Que se passera-t-il si je ne choisis ni l'un ni l'autre? Demandai-je soudainement. Si je jette ce couteau et descends de la glace? Pour la première fois, mon double semble incertain. La frontière s'effondrera de manière imprévisible. Une apparition chaotique, une transformation incontrôlable. Il s'approche. Sans gardien pour diriger le flux, l'énergie se disperse de manière aléatoire, ce qui est destructeur pour les deux parties. Cette confession confirme ce que je soupçonnais. Ils ont besoin de moi autant que l'humanité a besoin de la frontière. Les entités ont besoin d'un chemin dirigé, d'une interface contrôlée, d'un gardien. Je regarde l'ancien couteau, désormais entièrement recouvert de mon sang, mais qui, pour une raison quelconque, ne goûte pas. Les gravures pulsent dans une séquence rythmique, comme un code en cours de traitement. Mon arrière-grand-mère a choisi la retenue, dis-je, mais elle a également maintenu le lien, une approche équilibrée. Asiak comprenait la symbiose, reconnaît mon double. Elle empêchait l'apparition complète, tout en permettant les échanges nécessaires. Les autres gardiens avant elle avaient même fait d'autres choix. Certains cherchaient à nous chasser complètement, toujours sans succès.
D'autres acceptaient sur la transformation trop rapidement, provoquant des effondrements qui nuisaient aux deux parties. Les créatures au bord du lac restent immobiles, dans l'attente. Le ciel s'éclaircit. Il ne me reste que quelques minutes au maximum. Je prends une décision. Je ne choisis ni la retenue totale, ni la libération totale, dis-je fermement. Je choisis une intégration contrôlée, un échange progressif, une nouvelle frontière qui permet la communication sans domination. La forme de mon double ondule fortement. Ce n'est pas l'une des options proposées. Je vais en faire une. Je m'agenouille près du gouffre sombre, tenant le couteau devant moi. Mes ancêtres soutenaient ou libéraient en fonction de leur compréhension de leur époque. Mon époque est celle de la communication mondiale, de l'effondrement des écosystèmes et de l'accroissement technologique. L'ancienne dualité n'est plus applicable. Le couteau en os vibre dans ma main, son bourdonnement change de tonalité. Les symboles gravés se réorganisent sous la couche de mon sang, formant de nouveaux motifs. Que propose-t-il exactement, gardien? La voix de mon double comporte désormais plusieurs tonalités, ce qui indique que je ne parle pas à une seule entité. Une frontière perméable, des points de contact contrôlés, un échange de connaissances et non une transformation physique. Je porte le couteau à l'eau sombre. L'humanité réapprend à vivre dans les limites de la planète. Votre espèce donne des directives, mais ne domine pas. Et comment cela sera-t-il maintenu? À travers moi, à travers les futurs gardiens, je vais enseigner. L'idée prend forme au fur et à mesure que je la prononce. Ma confiance grandit. Mais avec la connaissance cette fois-ci, et non avec des règles énigmatiques et des objectifs cachés. La science et les connaissances traditionnelles travaillant ensemble. La station météorologique était une tentative grossière de cette approche. Mon double réfléchit à cela. Sa forme se stabilise. Intéressant, sans précédent mais potentiellement viable. La spirale de lumière au-dessus de ma tête se contracte jusqu'à atteindre sa formation la plus dense. C'est maintenant un point de lumière intense, juste au-dessus du gouffre sombre. La glace sous mes pieds vibre d'énergie. Les fissures s'élargissent en formant des motifs symboliques. J'aurai besoin de garanties, je continue. Pas d'obsessions ou de transformations violentes. Pas de mal à ceux qui n'ont pas donné leur consentement au contact. Et qu'obtenons-nous dans cet accord? La reconnaissance, le respect, la restauration de l'environnement qui préservera vos anciens habitats. Un partenariat plutôt qu'une prison ou une conquête. Mon double tend la main, qui passe de l'apparence humaine à autre chose. La transition nécessite un réceptacle pour établir les paramètres initiaux. Vous vous proposez comme réceptacle Daniel Akiak. Nous arrivons maintenant au véritable sacrifice. Pas seulement le sang, mais aussi la personnalité elle-même. Une intégration partielle, seulement, posais-je comme condition. Je conserve ma personnalité et mon autonomie. Vous obtenez un canal conscient au lieu d'une libération irréfléchie. Le ciel continue de s'éclaircir. L'aube approche. Les créatures au bord du lac s'agitent nerveusement. Conditions acceptables, dit mon double. La nouvelle frontière doit être scellée par le sang, donnée volontairement et par l'intention clairement formulée du gardien. J'enfonce le couteau plus profondément dans ma main, rouvrant la plaie. Du sang frais jaillit et coule, mais pas sur la glace. Il flotte au-dessus d'elle, suspendu en boules qui tournent autour du couteau comme de minuscules lunes. Moi, Daniel Akiak, descendant des gardiens, j'établis cette nouvelle frontière, dis-je. Les mots viennent de quelque part, au-delà de la pensée consciente. Perméable, mais contrôlé. Échange, mais pas domination. Communication, mais pas absorption. Je plonge le couteau dans le gouffre sombre. Le monde change. Les aurores boréales s'abattent du ciel sur la terre en un pilier de lumière qui m'engloutit complètement. L'eau sombre s'élève sans me toucher,
m'entourant d'un cylindre parfait à l'intérieur d'une barrière liquide. Je vois les reflets d'autres mondes, d'autres époques, l'Alaska tropicale, il y a des millions d'années, les périodes glaciaires, les possibilités futures qui se ramifient comme des réseaux neuronaux. Le couteau se dissout dans ma main, l'os ancien devient partie intégrante de la transformation énergétique. Le sang suspendu dans l'air se fond dans des motifs complexes correspondant à la sculpture, aux fissures dans la glace, aux spirales lumineuses, créant un contrat tridimensionnel écrit par mon essence. Puis, je les sens, des milliers de consciences touchant simultanément mon esprit, non pas en s'immisçant, mais en se connectant. Les connaissances m'inondent, des lois écologiques couvrant des millions d'années, des concepts mathématiques au-delà des découvertes humaines, des expériences sensorielles au-delà de la biologie des mammifères. J'offre mes propres connaissances en retour. L'art humain, la musique, la compassion, l'innovation. Les réseaux numériques que nous avons construits, imitant leur conscience collective, notre capacité d'empathie et de réflexion éthique. L'échange dure quelques secondes ou une éternité. Le temps perd son sens dans l'état d'interface. Lorsque la réalité redevient claire, je me tiens seul sur le lac gelé. Le tourbillon sombre s'est refermé. C'est maintenant de la glace solide, avec un couteau en os visible sous la surface, transformé en une structure cristalline qui s'étend de manière fractale en profondeur. Les aurores boréales ont disparu. Le ciel oriental montre l'approche complète de l'aube, le soleil est sur le point de se lever à l'horizon. Les créatures ont disparu du rivage, mais je les sens maintenant. Présentes, mais en retrait. Connectées, mais retenues. Un réseau de conscience s'étendant à travers le pergélisol, l'atmosphère, le champ électromagnétique qui entoure la Terre. Mon reflet dans la glace montre un homme changé. Mes yeux sont désormais parsemés d'éclats irisés qui changent avec la lumière. Derrière eux se cache un savoir qui ne m'appartient pas, accessible mais pas oppressant. Je suis toujours Daniel Akiak, mais je suis aussi quelque chose de plus. Le premier rayon de soleil touche le lac gelé, envoyant des fractales arc-en-ciel à travers la glace sous mes pieds. La frontière a été rétablie, non pas comme une prison, mais comme une interface, un point d'échange contrôlé qui nécessitera une attention particulière. Je comprends maintenant pourquoi mon arrière-grand-mère a fait ce choix, pourquoi mon père a fui ses responsabilités. Le fardeau du gardien est lourd, mais nécessaire. Lorsque je descends de la glace, mon téléphone vibre sous l'effet des messages. Des dizaines d'appels manqués et d'alertes accumulées pendant la nuit. Parmi eux, une notification prioritaire du Service météorologique national. Alerte, plusieurs stations de surveillance arctique signalent des phénomènes atmosphériques et sismiques sans précédent. Tout le personnel doit immédiatement faire rapport sur la situation. Une nouvelle ère de stockage commence maintenant. Après avoir pris une profonde inspiration, je me dirige vers l'endroit où j'ai laissé ma motoneige, en réfléchissant déjà à la manière d'expliquer ce qui est impossible à expliquer complètement. Derrière moi, le lac gelé s'enfonce dans une banalité trompeuse, cachant la frontière qui existe désormais en moi, comme sous la glace arctique. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit à la station météorologique de Kaktivik. Le printemps approche, même si le printemps dans l'Arctique signifie que la température monte à une agréable température de 22 degrés Fahrenheit. Les jours de beau temps, je m'assois dans mon nouveau bureau du centre culturel Inupiat d'Utqiagvik, entouré d'artefacts et d'équipements de surveillance climatique. Fusion délibérée entre les connaissances traditionnelles et la science moderne. Après la destruction inexplicable de la station de Kaktovik, le service météorologique a saisi ma proposition d'intégrer les observations environnementales
des peuples autochtones, à leur donner des techniques. Ce qu'ils ignorent, c'est que j'ai fondé des centres similaires dans 7 points clés à travers l'Arctique, chacun situé au-dessus de ce que ma nouvelle conscience identifie comme des nœuds énergétiques dans le réseau de la frontière. Mon titre officiel est spécialiste des relations culturelles et de la surveillance environnementale. Mon rôle officieux est celui de gardien de la frontière. L'enquête gouvernementale sur l'incident de Kaktovik a conclu que l'effondrement était dû à des dommages structurels causés par la fonte du pergélisol, techniquement correct, mais terriblement incomplet. Ils n'ont trouvé aucune trace de l'ancien noyau de glace ni d'équipement spécialisé pour le contenir. Les entités les ont complètement absorbés. Harold Pritchard est porté disparu, présumé mort dans l'effondrement. Je sais que ce n'est pas le cas, mais je garde cette information pour moi. Des parties de Harold continuent donc d'exister sur le réseau. Ses souvenirs sont accessibles lorsque j'entre en état d'interface pendant l'observation rituelle. Ma mère arrive la semaine prochaine, c'est notre première rencontre depuis ma transformation. Je me suis entraîné à contrôler les reflets arc-en-ciel dans mes yeux, même s'ils apparaissent encore lorsque mes émotions sont à fleur de peau. Elle aura des questions sur mon intérêt soudain pour notre héritage, sur mon nouveau poste, sur les subtils changements dans mon comportement. Je répondrai avec une vérité mesurée. Les entités respectent notre accord, restant discrètes, mais connectées à travers les rêves et la méditation. J'ai accès à leurs vastes connaissances sur l'histoire du climat de la Terre, des informations qui s'avèrent inestimables pour les climatologues modernes, même si je masque soigneusement leurs sources sous des connaissances écologiques traditionnelles et des analyses de tendances. À chaque pleine lune, je me rends au lac gelé, désormais officiellement protégé, en tant que site culturellement significatif, afin de maintenir la frontière. Grâce à de petites offrandes de sang et à l'échange d'informations, les entités me fournissent des données climatiques provenant des profondeurs du pergélisol. Je leur fournis des informations actualisées sur les progrès hésitants de l'humanité vers le développement durable. Parfois, je remarque des créatures à la périphérie de mon champ de vision, invisibles dans notre monde, mais visibles grâce à ma perception accrue. Elles observent, mais n'interviennent jamais, respectant la distance convenue. J'ai commencé à identifier d'autres personnes ayant les antécédents génétiques appropriés, de futurs gardiens potentiels, qui doivent être formés de manière appropriée, plutôt que de les laisser découvrir leur héritage à travers une crise, comme cela a été le cas pour moi. 2 cousins à Anchorage présentent les marqueurs génétiques nécessaires. Une étudiante diplômée du Nunavut porte une autre lignée compatible. Le travail à accomplir s'étend sur plusieurs générations. Le changement climatique se poursuit. Le pergélisol continue de fondre et les entités deviennent plus actives à chaque saison. Notre accord nous fait gagner du temps et crée un partenariat, mais il nécessite une attention constante. Les 7 règles de la station de Kaktivik sont encadrées et accrochées à mon mur, rappelant l'ancienne approche fondée sur la peur et la répression. À côté d'elle se trouve un nouveau document, principe de maintien de la frontière et d'échange intermondial. La codification formelle de notre nouvel accord. Ce soir, les aurores boréales dansent au-dessus de ma tête, non plus en spirale, mais en rubans de lumière ondulants. Dans leurs motifs, je lis des messages provenant de l'autre côté, des mises à jour sur l'intégrité de la frontière, des avertissements sur les points faibles qui nécessitent une attention particulière. Je m'appelle Daniel Akiak. Je suis météorologue, médiateur culturel et gardien de la frontière. Mes ancêtres s'acquittèrent de cette responsabilité à l'aide de leur instinct et de connaissances fragmentaires. Je le fais en pleine conscience et avec détermination. La frontière tient bon.
Elle est perméable, mais solide, pour l'instant. Cela devrait suffire.